Bienvenue pour cette nouvelle conférence sur la santé sexuelle pour tous. Alors on va accueillir le professeur Willy Rosenbaum qui va nous parler de la diversité culturelle et plus particulièrement de ce qu'elle apporte en approche de santé sexuelle dans le cadre de la lutte contre le sida. Mais j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir le professeur Thierry Troussier qui est responsable de la chaire santé sexuelle et droits humains et qui va nous donner un petit mot, notamment aussi sur le retour de la dernière conférence. Thierry. Bien, donc juste avant de présenter le professeur Willy Rosenbaum, la dernière conférence, on était à peu près 140 et il y a eu un peu plus de 150 personnes qui ont visionné sur YouTube la conférence. Donc on arrive à peu près à doubler le nombre de personnes présentes et le nombre de personnes qui regardent. Donc n'hésitez pas à en parler et c'est toujours disponible sur YouTube. Cette deuxième conférence, on a demandé au professeur Willy Rosenbaum d'intervenir. C'est quelqu'un dont la plupart d'entre vous le connaît. L'histoire du VIH en France et dans le monde est liée à son nom. Il a écrit un très beau livre en 1999, je pense à peu près, sur la vie est une maladie sexuellement transmissible constamment mortelle, où il fait l'éloge de l'humanité et dans lequel il raconte à travers son histoire les étapes qu'il a vécues du départ de la découverte du virus jusqu'à 99 où on a commencé à avoir des traitements qui étaient efficaces. Et maintenant, on est quand même beaucoup plus loin puisqu'on est 16 ans plus tard ou 17 ans plus tard. Et donc, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir écouter à la fois une rétrospective, à la fois de ce qui s'est passé après cette écriture sur l'éloge de l'humanité et le fait où il aborde la notion de plaisir et il aborde cette notion en ne l'évitant pas de la notion de l'aspect mortel de l'humain dans ses différentes dimensions. Et puis maintenant, donc, il est comme moi, même si on est à peu près la même... par rapport au VIH, on est très, très liés par rapport à cette histoire. Eh bien, il s'agit maintenant de laisser les nouvelles générations, préparer ces nouvelles générations à des avenirs dont j'espère qu'on pourra partager ces perspectives avec Willy Rosenbaum. Donc, je vous laisse tous les deux œuvrer et c'est avec plaisir que je t'accueille ici, Willy. Toi, tu as le droit qu'un micro. Oui, il a son micro. J'ai mon micro ici. Merci. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir. C'est les plus jeunes qui sont au fond, c'est parce qu'ils ont une bonne vue. Hein. C'est pour ça. Je ne suis pas contagieux. Hein. Donc, voilà, je vous remercie de m'accueillir ici, hein, dans cette chaire de santé sexuelle. On m'a demandé de faire ce topo avec un titre qui a changé. Et je dois avouer que, d'une part, le changement, puis ensuite, même ce titre-là, m'a un peu troublé. Parce que, certes, diversité culturelle, c'est quelque chose auquel je suis constamment confronté aujourd'hui et hier, dans l'histoire du VIH. Le lien avec l'apport du concept de santé sexuelle dans la lutte contre le VIH m'a interpellé finalement quand j'ai regardé face à face ce titre. Et je me suis dit, mais finalement, certes, il y a un lien entre... enfin, il y a à gagner dans la lutte contre le VIH à transposer les concepts actuels de la santé sexuelle, mais comment se sont établis ces concepts ou cette idée de santé sexuelle, si ce n'est à travers les grandes étapes de la lutte contre le VIH. Pour moi, c'est absolument clair que l'histoire de la lutte contre le VIH est venue alimenter et vraiment même à l'origine de la manière dont aujourd'hui on a rassemblé les éléments, rationalisé les éléments
qui se sont établis au fur et à mesure autour de la lutte contre le VIH pour, je dirais, consolider cette notion de santé sexuelle. À tel point d'ailleurs que certains d'entre vous savent déjà peut-être que les prochains, qu'il n'y aura plus de programme national de lutte contre le sida et que va s'y substituer la stratégie nationale de lutte contre le sida 2017-2030. De santé sexuelle, pardon. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? La stratégie nationale donc, de santé sexuelle, où la lutte contre le sida va représenter un des axes, mais pas que, bien entendu. Donc en fait, quel est l'œuf, quelle est la poule? Je ne suis pas sûr qu'à la fin de cette présentation, vous saurez répondre à cette question. Pour ma part, qui ai vécu depuis le tout début l'aventure, on peut dire, de la lutte contre le VIH, je suis absolument certain que tout ce qu'on peut aujourd'hui élaborer autour du concept de santé sexuelle, c'est construit et c'est affirmé autour de la lutte contre le VIH. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt. D'une manière générale, hein, pas simplement sur ce sujet. Alors, est-ce que, justement, quels sont les liens évidents qu'il y a entre la santé sexuelle et reproductive? Juste un petit mot sur la santé, sur la manière de nommer les choses, hein, santé sexuelle et reproductive. Certains d'entre vous ont peut-être perçu, à certains moments, et encore aujourd'hui, qu'il peut y avoir un débat quand on parle de santé sexuelle et reproductive. D'autres peut-être ne l'ont pas perçu, mais je crois que c'est intéressant éventuellement de l'identifier. Pourquoi certains considèrent que la santé sexuelle doit être traitée indépendamment de la santé reproductive? C'est parce que pour certains, et en particulier les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, la sexualité n'est pas strictement liée au problème de reproduction. Et c'est essentiellement donc sous son aspect de plaisir qu'elle doit être envisagée. En fait, je crois qu'il ne faut pas trop perdre de temps sur ce débat. La santé sexuelle, elle doit être prise en compte parce qu'elle apporte quelque chose à l'individu, mais qu'elle sert aussi à la reproduction dans un certain nombre de circonstances, et qu'on ne peut pas vraiment considérer que les choses soient totalement indépendantes. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'appesantir sur ce débat, mais c'est intéressant de savoir qu'il peut exister, qu'il peut s'exprimer dans certaines circonstances. Alors, la santé sexuelle et reproductive, elle s'exprime aussi donc, par tout son aspect reproductif, avec la planification familiale, les soins maternels et infantiles, la prise en charge des maladies, même si la santé, c'est bien entendu pas simplement l'absence de maladies, et puis la prise en charge d'autres problèmes de santé sexuelle et reproductive. Pour le VIH, on parle là de prévention, de traitement, de soins, de soutien, et on voit bien qu'il y a des liens entre ces deux je dirais, aspects, parce que pour aborder le VIH, il faut d'abord apprendre aujourd'hui, on sait bien que le dépistage joue un rôle important, il faut apprendre son statut, il faut arriver à, je dirais, gérer les risques dans une situation de plaisir, hein, ce qui est d'une certaine manière une gageure, optimiser les connexions entre les services de VIH et d'IST, et puis intégrer le VIH à la santé maternelle et infantile, ce qui est un enjeu particulier, tout à fait important, en particulier dans les pays en développement. Même si ce n'est pas le seul moyen de rentrer dans
le circuit de soins, c'en est un important. Si je peux me permettre, là on parle donc de VIH, de déterminants donc liés à la santé sexuelle. Comment est-ce qu'on va faire le lien un peu entre les déterminants de la santé sexuelle par rapport donc à l'arrivée du VIH? Parce que pour le coup, là on parle santé sexuelle maintenant. On le voit avec la nouvelle loi, on va parler maintenant donc santé sexuelle. Mais du coup tout ça, ça vient quand même du VIH, mine de rien. Ah ben, on va le voir dans le déroulé de ce que je voudrais vous évoquer, que finalement, les bases des recommandations ou des axes qui sont développés autour de la promotion de la santé sexuelle ont été, je dirais, promus et expérimentés dans la lutte contre le VIH, essentiellement. Alors, sans savoir trop où est-ce qu'on retrouve ces notions de santé sexuelle dans les objectifs du développement durable qui ont remplacé les objectifs du millénaire, on les retrouve dans un certain nombre de chapitres. Et pour rappel, je sais qu'on vous en a déjà parlé lors de la précédente émission. Oui, sur la précédente conférence, effectivement, on avait vu la roue, le professeur Thierry Troussier nous avait montré la roue du développement durable. La roue est d'ailleurs bientôt finalisée et elle sera disponible sur le site de la chaire Santé sexuelle et droits humains. Donc, pour tout ce qui concerne le VIH et les liens qu'il peut y avoir, se retrouvent dans ces chapitres-là. Je vous les ai mis en rouge. On va assez rapidement, puisque je pense c'est mettre fin, bien entendu, à l'épidémie de VIH-Sida et des IST, assurer l'accès pour tous aux services de soins de santé sexuelle et procréative, à l'information, à l'éducation, et puis faire en sorte que dès la petite enfance, tous accèdent à l'éducation, et on va voir pourquoi, éliminer les inégalités d'accès de sexe, de genre, d'orientation, et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables dans l'éducation et la formation professionnelle, et faire en sorte que tous les jeunes acquièrent des compétences pour promouvoir les droits humains et pour respecter les diversités. Vous allez voir que tout ça est important. Alors, quels sont les principes directeurs pour établir les liens entre santé sexuelle et reproductive et VIH? Tout ça a été, et ça m'a beaucoup aidé pour structurer les messages que je voulais vous faire passer, a été élaboré par les organismes internationaux et par l'ONU-SIDA en particulier aussi. Alors, est-ce qu'il y a une première chose qui est importante quand on veut établir les bases solides d'une promotion de la santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre le VIH, les déterminants structurels sont extrêmement importants. Et je vais essayer de vous l'illustrer. Les causes profondes du VIH, la mauvaise santé sexuelle et reproductive, doivent être prises en charge. Donc ça, c'est un objectif. Et il s'agit notamment de mener une action pour la réduction de la pauvreté, de veiller à l'équité de l'accès aux services de santé clés et d'améliorer l'accès aux informations, aux opportunités d'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que si on veut promouvoir la santé sexuelle, si on veut lutter efficacement contre le VIH, il faut lutter contre les problèmes de pauvreté, améliorer l'éducation et améliorer l'information. Et quelques données ici pour vous illustrer ce fait. En ce qui concerne la prévalence du VIH, vous voyez ici une courbe qui... Est-ce que ça passe? Oui. Vous voyez ici une courbe qui, en fonction du degré de pauvreté avec un coefficient ici, montre qu'il y a une corrélation très forte entre le degré de pauvreté et la prévalence de la maladie dans les pays, en particulier dans les pays africains. C'est vrai partout dans le monde, même si on a eu le sentiment, initialement, dans l'épidémie d'infection par le VIH, de voir une surreprésentation des classes sociales les plus privilégiées. Initialement, pour les plus anciens ici, ils en ont sans doute le souvenir,
il y avait une surreprésentation des populations les plus favorisées, entre guillemets. En France, par exemple, la classe sociale art, spectacle, communication a été très touchée à une époque. Mais au fur et à mesure que l'épidémie s'est développée, elle s'est progressivement diffusée dans la société et les classes les plus pauvres, celles qui ont le moins accès à l'information, aux soins, à la prévention, ont été touchées. Et c'est un phénomène qu'on connaît bien. Alors, avec une particularité du VIH-Sida, c'est que la multiplicité des partenaires jouant un rôle initialement important, on sait bien qu'il y a aussi une corrélation entre le pouvoir financier, le pouvoir économique et la capacité d'avoir des relations, je dirais, multiples. Alors ça a été le phénomène initial. Et en Afrique, c'est d'ailleurs assez intéressant, y compris en Afrique, on a observé un phénomène un peu équivalent, c'est-à-dire même si les classes, je dirais, aisées de la population sont minoritaires, la proportion des personnes contaminées par le VIH dans ces classes-là a été plus importante par rapport à leur réalité sur le terrain. La proportion des ministres touchés dans les pays africains a été initialement plus importante que celle dans la population. Mais cela dit, ce n'est plus vrai. C'est aussi ce qu'on appelle le risque syndémique, avec le fait de prendre en compte aussi l'ensemble donc, des déterminants, et donc le facteur économique en fait partie, et l'éducation naturellement aussi. Alors, donc, mais à l'échelle du pays, et en tout cas aujourd'hui, la pauvreté est un élément qui aggrave le risque de dissémination de la maladie. Donc, structurellement, lutter contre la pauvreté est sans doute un moyen de... Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir chez les femmes, alors je pense que là-bas, au fond, vous ne voyez pas, vous verrez mieux sur la rediffusion du coup voilà. YouTube, où vous aurez effectivement les slides qui apparaissent, les gens les voient en ce moment. Ici, vous avez les connaissances générales concernant le VIH dans la population en fonction d'un certain nombre de pays. Donc en Asie, est-ce que je vois ici? Oui. En Asie, même moi je ne vois pas trop bien. Guyane, Cuba. Voilà. C'est ça. Voilà. En Amérique latine, en Afrique. Les pays africains. Ici aussi l'Afrique plutôt du Sud. Kenya, Afrique du Sud. Voilà. Et puis, donc, vous voyez que le niveau de connaissance générale ou d'information sur le VIH, sur des critères d'un certain nombre de questions, de 3 questions qui étaient posées à un large échantillon de population dans ces pays, montre que le niveau de connaissance est très faible. Donc, et en particulier dans les pays à très forte prévalence. Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez ici par exemple la situation du Rwanda, et à niveau d'instruction différent, le taux de connaissance est bien entendu plus faible ici, chez les personnes qui n'ont pas d'instruction, que chez les personnes qui ont une instruction primaire, ou chez celles qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Donc, premier constat, l'information n'est pas suffisante et elle est très corrélée au niveau d'instruction, comme vous le voyez ici, sur ces différentes graphiques, hein, qui montrent ici le niveau de connaissance, par exemple, de l'existence même du VIH. En bleu clair, le pourcentage de personnes qui savent que le VIH existe. Et vous voyez que, en fonction des pays, ici en République dominicaine, apparemment le niveau de connaissance est très important,
Mais il y a des pays, le Tadjikistan, Madagascar, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, où le fait même de savoir que le VIH existe a atteint moins de 50%, aux alentours de 50% de la population. On montrait qu'elle connaissait des méthodes de prévention du VIH quand on les interroge sur la question. Et là, vous voyez que les méthodes de prévention sur le VIH sont très peu connues dans la plupart de ces pays. Chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans ici. Et quand on pose les mêmes questions chez les femmes ou chez les jeunes en fonction du niveau d'éducation, là aussi, on voit que le niveau de connaissance est très corrélé au niveau d'éducation. C'est-à-dire que sans instruction, le niveau de connaissance est moins bon qu'avec une éducation primaire ou une éducation secondaire ou au-delà. C'est vrai que ce soit sur des questions comme est-ce qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut transmettre le VIH? Ici, c'est une des questions qui a été posée. Et vous voyez que le niveau de connaissance peut être très variable, varié entre moins de 20% pour donner la bonne réponse jusqu'à 80%. Donc ça, c'est chez les hommes, chez les femmes. Vous voyez que le taux de réponse est quand même à peu près identique. En ce qui concerne, par exemple, la question sur l'utilisation du préservatif, là aussi, le niveau d'éducation est très discriminant. Et sur la capacité des gens de parler du VIH-Sida avec leur mari, vous voyez que là aussi, le niveau d'éducation intervient. Et donc, d'une certaine manière, ces éléments structurels que sont la pauvreté, l'information et l'éducation doivent être pris en compte dans la lutte contre le VIH et doivent être pris en compte dans l'approche santé sexuelle qui est proposée. Alors, l'un des grands enjeux de la lutte contre le VIH, et aussi celle aujourd'hui de la promotion de la santé sexuelle, c'est les droits humains et les droits de genre. Donc, y compris les femmes, les hommes vivant avec le VIH, c'est très important. Vous savez que la discrimination, on va en reparler tout à l'heure, est un enjeu majeur. Ces droits de santé sexuelle et reproductive et les droits humains de toutes les personnes, y compris les femmes et les hommes vivant avec le VIH, ont besoin d'être mis en lumière, ainsi que les droits des populations clés, les plus exposées au risque d'infection, comme vous les connaissez, ces populations clés, les consommateurs de drogue, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, les transgenres, les personnes sous main de justice. Et donc, c'est un enjeu aujourd'hui majeur de respecter ces gens, parce qu'on verra les conséquences que ça a que le non-respect des droits de l'homme. Les politiques sensibles au genre pour établir l'égalité des sexes et éliminer la violence sexiste sont des conditions supplémentaires ou corollaires. Je voudrais m'appesantir sur les femmes. On reparlera des autres populations tout à l'heure. Pourquoi les femmes sont-elles plus exposées à l'infection? Pourquoi en est-il ainsi, puisque ce ne sont pas elles qui ont le plus grand nombre de partenaires sexuels en dehors du mariage, ou qui sont plus susceptibles que les hommes de s'injecter de la drogue? Habituellement, c'est parce que les inégalités de la société leur font courir des risques injustes, intolérables. Et je cite ici Kofi Annan, qui a été un homme remarquable dans la mise en place des réponses à la fois au VIH et à la promotion de la santé sexuelle. Une diapositive ici que j'aime bien partager parce qu'elle va surprendre plus d'un d'entre vous, qui est en fonction des pays, l'identification des populations les plus touchées par le VIH. C'est une diapositive en anglais, mais enfin j'imagine que tout le monde comprend. Et vous voyez ici, en couleur, je dirais, mauve, la population des couples stables hétérosexuels, qui représente, dans certains pays, le Lesotho, le Swaziland, mais pas que, l'Ouganda même, où c'est pratiquement 45%, la majorité de la population touchée. Donc,
Et parmi cette population hétérosexuelle, c'est les femmes qui sont très majoritairement touchées. Est-ce que vous avez une explication? Oui, il y a une personne qui va voir dehors, oui, parce que dans les couples hétérosexuels où la contamination, dans les couples stables, où il y a une contamination d'un des partenaires, ben, l'autre peut être contaminé aussi. Mais pourquoi est-ce que finalement le risque est plus grand dans le couple stable que dans des relations sexuelles multiples? Parce qu'on ne se protège pas. Et pour des raisons arithmétiques, c'est-à-dire qu'on a plus de relations dans un couple stable que dans une relation occasionnelle. Donc c'est purement arithmétique. Et à partir d'un certain degré de prévalence, de niveau de prévalence dans la population, le couple stable est plus dangereux, entre guillemets, que la relation occasionnelle. Mais il faut un certain degré de prévalence important de la maladie. C'est purement arithmétique. Je laisse ça à votre réflexion pour des situations qui ne se trouvent pas dans ces pays lointains. Donc, et le fait que les femmes soient plus touchées, eh bien, c'est une perception qui date finalement de la fin des années 80, début des années 90, parce qu'auparavant, l'idée que les femmes avaient une vulnérabilité plus importante dans cette épidémie ne s'imposait pas sur le plan simplement des statistiques. Certains d'entre vous se souviennent malgré tout de Jonathan Mann, pour les plus anciens. C'est un personnage emblématique de la lutte contre le sida, qui a été à l'origine en particulier de tout ce qui a été développé autour de santé en général et droits de l'homme, et santé sexuelle bien entendu et droits de l'homme. Et je me souviens à une conférence où il avait énoncé de manière extrêmement véhémente l'idée que combattre le sida, c'est donner aux femmes le pouvoir de dire non, simplement. Alors, est-ce qu'on peut identifier quelques éléments de cette vulnérabilité féminine? Certains ont évoqué une vulnérabilité biologique ou physiologique. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus déterminant. Cette vulnérabilité des femmes, elle commence à la naissance. À la naissance où la préférence masculine est quelque chose qui est, je dirais, énoncé dans beaucoup de cultures. En Asie, on préfère avoir des garçons, mais aussi dans certaines cultures africaines ou en Amérique latine, un garçon représente une valorisation, est valorisé de manière beaucoup plus qu'une fille. On sait que les femmes, d'une manière générale, dans les pays en développement, a une moindre scolarisation. Donc, compte tenu de la corrélation qu'il y a entre le degré d'instruction et la capacité à avoir une information pertinente, on voit bien que ça a un impact. Il y a une dépendance économique tout à fait importante dans la plupart des pays en développement, mais pas que, sans compter je dirais l'inégalité dans la rétribution, y compris dans notre pays. La dépendance affective et sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation dans beaucoup de pays reste centrée sur le fait que les femmes sont destinées à donner du plaisir à l'homme et ne sont pas obligatoirement centrées sur leur propre satisfaction. En tout cas, l'éducation est souvent orientée dans ce sens. La sexualité de la femme est très centrée sur la fertilité et j'avais envie de vous raconter des histoires auxquelles j'avais été confronté personnellement, même si ça a un caractère anecdotique. Je crois que c'est assez paradigmatique
de la conscience que même quand on a été impliqué dans la lutte contre le VIH, j'ai pu avoir, en tant que soignant, d'une réalité différente de celle qui, je dirais, s'impose dans nos cultures. L'une des premières patientes que j'ai eues, ça devait être en 1984, atteinte du VIH, avait un Kaposi. C'était la première femme, elle était d'origine camerounaise, et elle était en France depuis 6 ou 7 ans, où elle venait d'obtenir un doctorat en économie à Orléans. Donc c'était quelqu'un de très instruit. Et lorsque on a fait le diagnostic de sida à l'époque, ça a été un petit peu difficile parce qu'il a fallu que je lui explique la manière de ce qui allait se passer, des traitements qu'on pouvait éventuellement lui proposer, du pronostic qui était quand même globalement péjoratif, des risques de transmission qu'elle pouvait avoir au cours de ses relations sexuelles, des conséquences. Et puis aussi des conséquences pour les plus anciens, ils se souviennent peut-être qu'à l'époque, il y avait une pression forte ou une préconisation forte sur le fait que si on avait un enfant, ce qu'on disait, c'était à l'époque qu'il y avait 30-40% de probabilité de transmettre le virus à l'enfant, donc on préconisait l'interruption de grossesse. Donc voilà, je lui donne ces informations. À l'époque, on débutait un traitement par interféron dans les maladies de Kaposi et je la reconvoque pour débuter un traitement. Elle ne se présente pas et elle disparaît. Je ne la retrouve pas. Je lui envoie un courrier, elle ne vient pas. Je laisse son dossier dans mon bureau en me disant, voilà, j'ai sans doute trop brutalisé. Et puis 3 mois après, j'ai une assistante sociale qui vient dans mon bureau et me dit « Est-ce que par hasard vous avez le dossier de Madame X ?» Et je lui dis « Bah oui, pourquoi ?» Elle est hospitalisée en gynécologie. Je dis « Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait en gynéco ?» Ben, elle est là pour une reconstitution tubaire. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une reconstitution. Elle avait les trompes bouchées, on devait lui faire une reconstitution tubaire. Je dis, ah bon, mais c'est plutôt contre-indiqué dans ces circonstances, parce que les grossesses sont contre-indiquées à cause du risque de transmission. Et donc, je vais la voir, et très gentiment, je crois, sans la culpabiliser du tout, j'essaye de comprendre simplement quelle est la démarche qui a conduite à... J'écoute ce qu'elle a à me dire, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue, pourquoi elle part dans cette démarche de reconstitution tubaire, alors qu'elle risque de faire courir un risque majeur à son enfant. Quand je dis 40%, je ne sais pas si à l'époque on ne disait pas 50% de risque de transmission. Et moi je me souviens, elle était dans un lit, moi j'étais assis, et elle me dit, écoutez, dans mon pays, de toute façon, il y a un enfant sur 2 qui meurt avant l'âge de 5 ans. Je dis oui. Et 2, si je retourne dans mon pays sans enfant, je n'existe plus socialement. Vous me menacez de quoi? De mourir? Ça n'a pas de sens pour moi. Je peux vous dire que ça m'a fait changer. Hein. J'ai bougé ce jour-là. J'ai bougé sur plein de choses. J'ai bougé sur plein de choses. Et cette notion de sexualité féminine très liée à la procréation, à la fertilité, est profondément ancrée dans beaucoup de cultures, hein, mais encore plus dans les cultures, par exemple, africaines. Je voulais vous raconter cette histoire parce que je crois qu'on ne voit plus du tout les choses lorsqu'on perçoit ce type d'éléments dans la gestion. Et je sais qu'ultérieurement, en tout cas, lorsque j'avais à informer les femmes sur le risque de transmission à l'enfant et sur ce que beaucoup de médecins considéraient comme une impérieuse nécessité d'interrompre leur grossesse, je le faisais avec d'infinies précautions. La violence sexuelle. Alors la violence sexuelle, elle est généralisée pour les femmes, hein, beaucoup plus que dans d'autres circonstances.
Mais vous allez voir jusqu'où ça va. Moi, j'ai été interloqué par ces deux publications qui disent quoi? Qui disent que la violence sexuelle, elle peut même être provoquée par la négociation, par le fait qu'une femme va proposer un préservatif à un homme. Le simple fait de proposer le préservatif à un homme induit une suspicion ou un rejet qui va augmenter le risque de violence à son encontre. Et même l'utilisation d'une contraception, quelle qu'elle soit, semble induire une augmentation du risque de violence sexuelle vis-à-vis des femmes. Donc, il ne faut pas négliger on est dans cette situation extrêmement paradoxale qui fait que la proposition d'une méthode de prévention va mettre la femme dans une situation de vulnérabilité encore supérieure dans ce type de circonstances. Voilà en ce qui concerne les droits des personnes et en particulier les droits des femmes. Et moi, je dois dire que si on doit passer au chapitre suivant, qui est de préconiser qu'il faut faire participer de manière significative les personnes vivant avec le VIH, parmi celles-là, le rôle des femmes est majeur. Et il l'est de fait, quand on regarde sur le terrain comment les choses se sont passées. On voit bien qu'en Afrique, les femmes ont pris assez souvent la tête de mouvements revendicatifs et ont participé à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques et des programmes à la recherche qui affectaient leur vie. Et c'est un élément extrêmement important. Alors, la participation des personnes vivant avec le VIH, où est-ce qu'elle doit se positionner? D'abord, dans leur santé personnelle. C'est autour de la préoccupation de leur santé personnelle qu'il faut mobiliser les personnes qui vivent avec le VIH et de leur vécu. Donc, il faut qu'elles s'occupent de leur propre santé, de leur propre bien-être, qu'elles jouent un rôle actif pour tout ce qui concerne les traitements, l'auto-éducation, l'observance, et puis qu'elles intègrent leur comportement à des attitudes de prévention. Mais ce n'est sans doute pas suffisant, et c'est pour ça que la participation des personnes vivant avec les VIH doit pouvoir servir aux politiques à l'accès au traitement, à la définition des politiques de lutte, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes, au leadership et au soutien des réseaux et le partage d'informations avec leurs pairs, à la sensibilisation et au plaidoyer, et à la campagne de prise de parole. Et je dois dire que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que autant de mouvements de patients ont participé non seulement à la lutte contre la maladie, à l'établissement des politiques de lutte contre cette maladie, à la prévention pour tous ceux qui sont indemnes, et ça a joué un rôle majeur et que ça continue à jouer un rôle majeur malgré les difficultés rencontrées. Avant de parler du patient expert, sur la santé publique, notamment, on a en France les Corévis. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est un Corévi? Vous êtes vous-même président oui, du Corévi. C'est intéressant parce que les Corévis, c'est un instrument de démocratie sanitaire avec un collège qui fait pas simplement des patients, mais aussi des communautés concernées. Ouais. Et c'est ce que je voulais évoquer aussi tout à l'heure. Moi, ce que je voulais dire quand même autour de ce concept de l'implication des personnes elles-mêmes dans la lutte contre le VIH, c'est le développement du concept de patient expert, qui atteint d'une maladie chronique, a développé au fil du temps une connaissance fine de sa maladie et a appris à vivre avec. C'est un acteur de sa propre santé, comme on l'a dit, mais il peut aussi intervenir en tant que personne ressource pour les autres et aussi dans les mouvements associatifs pour définir
les politiques de santé. Et il peut aussi faire partie des communautés, et l'implication des communautés qui ne sont pas obligatoirement touchées, et c'est là où ça rejoint peut-être les corps et vie, c'est que dans l'offre de soins, dans l'offre médico-sociale, les patients ont aujourd'hui leur place, hein, dans beaucoup d'institutions, y compris donc en France, pas simplement à travers les corps et vie, mais même dans les institutions de recherche, bientôt à l'Agence du médicament. Oui. Oui, dans certaines... oui, un tout petit peu, et sans doute un peu plus, de plus en plus. Aux côtés donc des représentants des communautés et de la société civile. Les communautés, c'est très important, et je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que c'est très important, mais l'ensemble de la société civile, l'implication de l'ensemble de la société civile, qui est quand même concernée, doit pouvoir s'impliquer. Les jeunes, pour tout ce qui est, bien entendu, santé sexuelle et VIH, les populations clés les plus exposées au risque d'infection, la communauté d'une manière générale, c'est-à-dire la société civile, doivent être des partenaires essentiels afin d'apporter les réponses adéquates aux défis décrits et pour répondre aux besoins des personnes et des communautés affectées. Et quel est le rôle des associations aujourd'hui et qu'on voudrait voir promouvoir? Là encore, hein, je crois que c'est un phénomène qu'on n'a pas suffisamment, je dirais, mis en valeur ou mis en avant. C'est que ces communautés, c'est vraiment la première fois de l'histoire de l'humanité que la société civile, les personnes directement concernées, s'engagent non seulement dans la préservation des personnes touchées, mais dans la prévention de celles qui ne le sont pas et qui appartiennent à leur communauté. C'est un phénomène tout à fait particulier, tout à fait important, et qui doit nous inspirer pour toute une série d'actions de santé publique indépendamment du VIH. Donc, elles ont été pionnières dans la prévention, la prise en charge globale, le plaidoyer, dans les pays du Sud en particulier. Et la société civile s'est positionnée à côté et souvent à la place même de l'État. Plaidoyer pour les droits humains, hein, et veille sur la qualité. Je crois que ça reste toujours tout à fait vrai et tout à fait important, ici en France, mais pas que, et dans les pays en développement, ça a eu un rôle tout à fait important. La visibilité des problèmes et des besoins des populations, c'est un moyen de l'exprimer. La structuration des politiques publiques et internationales, et on voit bien comment ça a influé sur les politiques globales, sur la position de l'OMS, sur la position de l'ONU-SIDA, etc. Alors, dans le rôle des associations humanitaires, il y a aussi le fait, des associations communautaires, pardon, pas humanitaires, il y a le fait aussi qu'elles sont le reflet de populations spécifiques avec leur culture et leurs besoins spécifiques. Je vais prendre quelques exemples qui sont assez développés dans cet article ici, le concept de culture qui est réellement quelque chose de très important dans la manière dont la santé est dispensée. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, la France a perçu très récemment cette donnée et a mis dans la nouvelle loi de santé publique, dans la loi de modernisation de notre système de santé, un article qui promeut un concept auquel j'adhère et je crois beaucoup, qui est la médiation sanitaire. Alors, médiation sanitaire et l'interprétariat, oui, quand c'est nécessaire, l'interprétariat n'est pas toujours nécessaire, mais la médiation sanitaire, pour l'instant, est très peu développée en France, et elle est indispensable parce qu'elle permet à la fois
d'informer la personne qui a une culture différente sur l'offre de soins qui est disponible dans l'environnement où elle se trouve, mais elle permet aussi au corps soignant de s'adapter ou d'être informé sur les besoins spécifiques de la population. Et je vais vous montrer quelques exemples issus de mon expérience. Alors, la médiation, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures et plus, mais là encore, j'ai envie de vous faire partager des expériences personnelles. Avant de m'impliquer dans le VIH, en fait, je faisais la médecine tropicale. La médecine exotique, on disait aussi, c'est-à-dire un peu étrange. C'était dans la fin des années 70, et sans avoir tout l'arsenal, je dirais, d'études ou théoriques qu'on a aujourd'hui, on percevait bien que l'information était quelque chose d'important. Et à l'époque, donc je travaillais à Claude Bernard, et on avait beaucoup de populations d'origine d'Afrique subsaharienne, beaucoup de Maliens, de Saracolais, de Menké, enfin bon, qui venaient travailler en France, puis qui repartaient souvent pendant une période de 3 mois pour la période des moissons. Quand ils revenaient avec une maladie pas très grave, mais très invalidante. C'était ce qu'on appelle les filaires de Médine. Alors, c'est des vers qui subissent un cycle et qui, à un moment, sortent par la peau des jambes et pour éclore, et en donnant des abcès, et ça durait des mois. Il n'y avait pas de traitement, si ce n'est qu'on entourait on entourait le ver autour d'une allumette, et puis tous les jours, le médecin tirait un petit peu, millimètre par millimètre. Marie, tu te souviens, tu as fait ça, toi, où il y avait déjà plus de... C'est pas encore, c'est pas de ton âge. Voilà. Alors, en fait, il y a un moyen de prévention très simple. Pourquoi est-ce que les gens attrapaient cette filaire? C'est que, voilà, ils allaient dans les champs, ils avaient des puits sans margelle. Ces puits sans margelle faisaient que, quand une personne était infectée, ils pondaient les œufs. Il y avait un petit crustacé qui était le hôte intermédiaire, et ils s'abreuvait avec ce crustacé à l'intérieur, ils le buvaient. Et en fait, il y avait un moyen très simple de le prévenir, c'était de mettre un chiffon pour filtrer l'eau, même s'il était sale, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est d'empêcher d'absorber le petit crustacé, qui était l'hôte intermédiaire du parasite. Et donc, c'était très simple. L'autre moyen, c'était de construire des puits à margelle, pour éviter justement que l'eau ne s'écoule le long. Et donc, c'est ce qui a permis de contrôler la maladie, d'ailleurs. C'est la construction de puits à margelle, donc qui empêchait donc l'écoulement des eaux sales. Mais en tout cas, voilà. Alors, j'étais là avec ma bonne volonté en disant, je vais dire aux gens que la prochaine fois qu'ils retournent dans leur pays, ils vont filtrer l'eau avec un petit... Quoi. Voilà. C'est ça. Et alors un jour, il y a un patient qui me regarde, qui m'écoute avec une grande attention. Il me dit, ah oui, non, c'est pas difficile, effectivement. Il suffit d'avoir 2 récipients avec un chiffon, et puis on fait ça. Oui, je comprends. Mais si Dieu le veut, de toute façon, j'éviterai pas. Bon. Alors, muni de tout ça, je me suis dit, bon, enfin, pas simplement moi, mais les gens avec qui je travaillais à l'époque, ils disaient, mais oui, il faut qu'on adapte notre discours aux croyances, à l'environnement. Bonne idée. Allez, on fait ça. Donc, on va prendre des soignants traditionnels. Et on a demandé à des marabouts de venir un petit peu pour nous aider, pour nous... ça, c'était vraiment à la fin des années 70, début des années 80. Et il y a un marabout qui est venu. Et donc, voilà. Et un jour, je vois un patient et je lui dis, est-ce que vous voulez rencontrer marabout un tel qui
peut vous aider à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Je sais pas, il avait la tuberculose, il ne voulait pas prendre ses traitements, enfin c'était compliqué. Et le patient il me regarde comme ça, il me dit, vous croyez que si je voulais voir un marabout, je serais venu à l'hôpital? Vous voyez comme quoi la médiation, c'est pas facile. J'ai bien fait de raconter ces anecdotes, totalement vraies, hein, vous imaginez, on n'invente pas des trucs pareils. Donc, c'est compliqué, mais c'est indispensable. Parce que l'expérience fait que la jeunesse, l'enthousiasme avec lequel on peut vouloir apporter des solutions peut être productive ou faire changer les comportements. Mais voilà, il faut beaucoup de modestie en tout cas. Hein. Alors les actions, c'est quoi? Les actions, c'est quoi la médiation? Alors ça c'est des mots, hein, mais encore une fois, vous voyez, c'est pas si évident de mettre du contenu là-dedans. Les actions des professionnels associatifs ou non, qui vont au-devant des personnes les plus éloignées du système de santé, notamment celles qui ne maîtrisent pas la langue, évidemment. Mais vous savez, on peut penser qu'on parle la même langue et on ne la parle pas du tout. Et je vais vous en donner quelques exemples. Pour les accompagner et leur permettre de reprendre en main leur santé. Et autour de ce, je dirais, concept de médiation, depuis quelques mois, moi je suis confronté dans ma pratique quotidienne à une nouvelle pratique à travers la PrEP. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de la PrEP, c'est la prévention pré-exposition. C'est-à-dire qu'on propose un traitement contre le VIH avant l'exposition supposée à un risque, ce qui permettrait de prévenir, même si on se trouve dans une situation où on a pris des risques. Donc c'est un traitement simple, Truvada. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. En fait, la majorité des gens que l'on voit actuellement sont des gens qui sont dans des pratiques assez exposantes, j'allais dire, et en particulier pour la grande majorité d'entre eux qui s'adonnent à une pratique récente, je dirais, qui a pris de l'ampleur, qui est le chemsex, c'est-à-dire l'utilisation de drogues, je dirais, qui stimulent les sensations de plaisir dans le cadre de leur activité sexuelle. C'est un monde qu'on découvre en tant que soignant. Et il nous est apparu assez rapidement que si on voulait établir un vrai dialogue avec cette population, qui va au-delà de la simple, je dirais, prescription d'un médicament, mais dans une vraie démarche de promotion de la santé sexuelle, il fallait s'associer à des gens de la communauté qui consomment ce type de produit, qui connaissent réellement ce qu'elle provoque et qui peuvent, je dirais, établir un lien au moins de confiance avec ces personnes qui sont en demande, qui sont assez dépendants d'ailleurs, et qui nous expliquent aussi à nous, ou qui nous transmettent aussi un certain nombre d'informations ou de repères, nous soignants, je vais dire, de repères pour permettre de percevoir, je dirais, les besoins et les difficultés que les gens rencontrent dans l'acceptation ou dans l'amélioration de leur santé sexuelle, sachant que la démarche de venir chercher un traitement pré-exposition est une démarche qui est quand même symptomatique du fait que les gens, même s'ils se mettent dans une situation d'exposition au risque, cherchent à préserver leur santé. Quand on va chercher quelque chose, qu'on fait une démarche vers la prévention, c'est qu'on cherche à se sentir bien. L'autre sujet aussi où la médiation a du sens, c'est par exemple avec le monde des transsexuels, où les soignants ne sont absolument pas, je dirais, informés, connaissent
les pratiques, les démarches, les drogues utilisées, les médicaments utilisés par cette population et les défis auxquels ils ont à se confronter. Et là aussi, la médiation est extrêmement importante. Donc, tout ça, c'est des éléments que la lutte contre le VIH nous a apprises, mais pas que, et qui sont des éléments extrêmement importants à prendre en compte si on veut promouvoir la santé sexuelle. Bien entendu, réduire la stigmatisation et la discrimination. Des mesures juridiques politiques plus vigoureuses sont urgemment requises pour protéger les personnes vivant avec le VIH et populations vulnérables contre la discrimination. C'est une litote, l'étude VESPA 2, faite en France, sur le fait que, sur les proportions des personnes séropositives qui déclarent des discriminations, tous motifs confondus ou liés au fait qu'ils sont infectés par le VIH, liés à la séropositivité. Et vous voyez que c'est les femmes émigrées d'Afrique subsaharienne qui souffrent le plus de discrimination, les femmes usagères de drogue, et d'une manière générale, les femmes sont plus discriminées que les hommes. Et en particulier dans le couple. Les répudiations ou les séparations ou les mises à l'écart de femmes dans des couples séro-différents, c'est la règle, enfin c'est pas anecdotique en tout cas. Les hommes sont quand même globalement moins discriminés et les hommes, bien entendu, ayant des rapports sexuels avec des hommes, plutôt plus que les hétérosexuels. La séropositivité en soi est la cause la plus fréquente de discrimination. Alors ça, c'est une chose évidente. En Afrique, le sujet est particulièrement dramatique chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et vous savez que l'homosexualité est un délit dans plus de la moitié des pays africains et peut même être sanctionné par la peine de mort dans certains pays. Quand on regarde quelles sont les répercussions de cette discrimination, elles ont un rôle extrêmement néfaste, à la fois bien entendu sur les individus qui en sont, je dirais, l'objet, mais aussi sur la société entière. C'est ça qu'il faut quand même garder à l'esprit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'entraîne la discrimination ou la stigmatisation? Un refus d'accès au dépistage, en général un refus d'accès au traitement, ou en tout cas un retard dans le dépistage et dans le traitement. La peur d'être discriminé réduit la possibilité de dévoiler son état sérologique, même auprès des sources de soignants, ou auprès des familles et des amis. Et puis, ça a un impact sur le changement de comportement, puisqu'elle réduit la possibilité d'avoir des rapports sexuels sans risque. Elle ne permet pas de dévoiler son statut. Et vous savez que dans les enquêtes qui ont été faites en France, c'est les femmes qui ont le plus de difficultés de dévoiler leur statut, parce qu'elles ont peur du rejet et de la discrimination dont elles pourraient faire l'objet. Et utiliser un préservatif que peut être considéré comme un signe d'infection par le VIH dans certaines populations et peut entraîner elle-même, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un rejet, une stigmatisation, voire une violence. Donc tout ça, ça se répercute sur la population en général, parce que plus il y a de gens qui sont hors du circuit de prévention, hors du circuit de soins, plus l'épidémie se développe, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de toutes les méthodes de prévention et des traitements qui sont aujourd'hui. Parmi les populations discriminées, je n'ai pas pu ne pas signaler aujourd'hui une population qui pose problème pour plein d'autres raisons, mais y compris pour des problèmes de santé, et signaler cette étude qui parle de la santé sexuelle chez les migrants. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà, la question se suffit à elle-même. Si vous avez envie de lire je vous suggère de lire dans la plupart des pays européens, la prise en charge des IST, la prise en charge du VIH n'est pas prise en compte, et encore moins, bien entendu, la santé sexuelle. Or, c'est un sujet qui nous concerne aujourd'hui.
même s'il est mis sous le tapis volontiers. Alors, l'enjeu essentiel, c'est quoi? C'est reconnaître le caractère central de la sexualité, hein, pour pouvoir la prendre en charge correctement, pour pouvoir développer le concept de santé sexuelle, considérer que c'est un élément essentiel de la vie humaine et du bien-être d'un individu, mais aussi d'une famille et d'une communauté, bien entendu. Et c'est pas si évident à faire passer. C'est pas si évident à faire passer, même si Ban Ki-moon, toujours lui, a essayé de le faire avec cette phrase qui résume beaucoup de choses, hein, puisque des mères en bonne santé élèvent des enfants en bonne santé, des enfants en bonne santé grandissent plus forts et mieux éduqués, et aident à bâtir des sociétés plus prospères. Et un système de santé qui prend en charge les mères et les enfants prendra aussi en charge l'ensemble de la communauté. Est-ce que c'est suffisant pour nous motiver, pour promouvoir, valoriser la santé sexuelle? Je ne sais pas sûr. Parce que nous avons, et pour établir les bases des principes de la santé sexuelle, hein, qui sont relativement récents, hein, puisque si l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas simplement une absence de maladie dès 1946, il a fallu attendre 2006 pour dire que la santé sexuelle est un des éléments intrinsèques de la santé humaine, que la santé sexuelle intègre la santé reproductive, ça a été l'objet du débat que j'ai évoqué tout à l'heure, et que l'éducation à la santé sexuelle est fondée sur une approche constructive et globale des relations humaines, des comportements sexuels et de la reproduction, dans le respect des droits humains, hein, édité en 2010. Est-ce que cette définition ou cette façon d'aborder le bien-être et la santé humaine est suffisant pour motiver les institutions à bouger? Je ne suis pas sûr, parce que nous avons à combattre dans beaucoup de nos cultures la culpabilité, notre péché originel, et la culpabilité qui est liée d'avoir croqué dans la pomme. Mais peut-être nous devrions nous inspirer de philosophies plus orientales, et qui non seulement considèrent que l'activité physique induit un bien-être physique, mais élèvent l'esprit jusqu'à même atteindre des sommets mystiques. Et vous voyez que certaines cultures n'hésitent pas à le valoriser de manière très imagée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Willy Rosenbaum. Est-ce que vous avez des questions, si vous avez des questions sur la conférence? Je ne sais pas si j'ai répondu au cahier des charges qui m'était fourni. Je crois avoir débordé un petit peu du titre, l'avoir pris un peu à l'envers, mais bon. Je crois que le lien VIH santé sexuelle est clair. Est-ce que vous avez des questions? Si on peut faire... Je vous invite à venir si vous le pouvez. Oh, faut aller vers les invités. Non, parce que comme c'est retransmis, c'est toujours plus compliqué pour nous. Je vais venir. Ah, c'est vrai, oui, c'est retransmis. Allez-y. Par rapport à tout ce que vous avez dit sur le lien avec la question des femmes, est-ce que du coup vous ne pensez pas que sur les premiers objectifs du développement durable, sur le contexte et les à prendre en compte, on ne pourrait pas ajouter aussi le 4e objectif qui est l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui, vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas disséqué les objectifs du développement durable. J'ai recopié bêtement ce que Thierry Troussier m'avait donné, parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué comme sujet pour pas trop... Mais vous avez tout à fait raison, évidemment. Le problème d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors l'égalité, je ne sais pas si c'est tout à fait le bon terme. Est-ce qu'il faut dire égalité? Ouais, équivalence. Moi, je préférerais quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'égalité dans tous les domaines, il n'y en aura jamais. Enfin bon, à moins que, enfin, je puisse être enceinte. Oui. Alors, une autre question. Oui.
Professeur, vous avez parlé de pauvreté, mais je crois qu'elle n'est pas que matérielle et financière. Je crois qu'elle peut être aussi affective. Je ne sais pas si... Bien entendu. Bien entendu. Mais là, la corrélation que j'ai trouvée, c'était sur le matériel. C'est sans doute plus facile à quantifier la pauvreté matérielle que la pauvreté affective. Non, il y a plein de sujets dont je n'ai pas parlé. Vous savez, la pauvreté, c'est aussi... il y a le sexe économique qui existe aussi. Il y a ce lien, il y a toute une littérature très abondante sur le sexe économique, quoi. Bonjour, Sandra Jean-Pierre. Vous avez dit que pour promouvoir une bonne santé sexuelle, il faut donc lutter contre la pauvreté, donner l'accès aux soins aux personnes. Du coup, la suppression de l'aide médicale d'État, c'est pas du tout compatible avec pour promouvoir une bonne santé sexuelle. Non, mais c'est pas pour promouvoir une bonne santé tout court, oui. Ouais. Non, c'est une monstruosité. C'est une monstruosité, c'est une démagogie totale. Bien entendu, si vous voulez que je vous développe tout l'argumentaire pour justifier que l'AME est nécessaire. Enfin, c'est pas l'AME qui est nécessaire. Parce que l'AME est un dispositif dérogatoire qu'il faudrait supprimer, de mon point de vue. Il faut supprimer l'AME, mais donner l'assurance maladie universelle. Il faut qu'un seul dispositif, qui est l'assurance maladie, qui couvre l'ensemble des populations qui sont malades. Et l'AME est un dispositif dérogatoire, c'est un alien. Et c'est pour ça qu'il est attaqué d'ailleurs. On n'aurait jamais dû le mettre en place. Donc c'est en fait la couverture médicale universelle qui doit être mise en place. Ce n'est pas l'AME. Donc oui, il faut supprimer l'AME pour la remplacer par la couverture médicale universelle. Et oui, il faut une couverture médicale universelle parce que l'accès aux soins protège les individus, mais protège la collectivité. Et les maladies, on va dire, transmissibles en sont sans doute l'exemple le plus flagrant. Supprimer la vaccination, la gratuité de la vaccination contre la rougeole, c'est soumettre, ne pas vacciner les enfants roms contre la rougeole, c'est entraîner des épidémies de rougeole en France, pour toute la population, y compris adultes. Donc voilà, je vous donne cet exemple-là, je pourrais vous en donner plein d'autres. Pour le VIH, c'est encore plus évident. Enfin, c'est tout aussi évident, même si c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc ça fait partie. Mais est-ce que c'est pas simplement la santé sexuelle qui est en cause, là? La santé tout court. Très bien. Une dernière question. Alors, si tu peux venir, ce sera plus simple. Ouais. Oui, bonsoir. Vous avez dit qu'il y avait un lien très fort entre les axes de la santé sexuelle et ce qui a été expérimenté concernant le VIH. Est-ce que c'est donc une inflexion qui a été donnée par les questions de traitement du VIH par rapport au concept de santé sexuelle qui, lui, a été élaboré une dizaine d'années quand même avant qu'on ait affaire au VIH par l'OMS, qui a commencé à en donner une première définition au début des années 70, qui a été changée après d'ailleurs, et qui est plus en phase depuis 2006 avec le concept général de santé que défend l'OMS. Et est-ce que, dans ce que vous avez avancé, on voit bien tout l'enjeu culturel du rapport aux patients, mais on voit aussi tous les éléments, disons, épidémiologiques, de ciblage de population, etc. Or, le concept de santé sexuelle
qui se veut intégratif, enfin vraiment très large, a aussi pour base principale l'idée de état de complet bien-être. Du coup, quel est vraiment, enfin, voyez, j'interroge le lien avec la question du VIH et l'influence du VIH sur la santé sexuelle. J'ai lu quelques ouvrages sur l'historique du concept. Hein. C'est vrai que le concept est antérieur à la lutte contre le VIH. Mais les éléments, vous voyez, comme la participation des communautés, la participation des personnes malades, c'est vraiment le VIH qui l'a apporté. C'est-à-dire les outils un certain nombre d'outils, les droits de l'homme. Je ne suis pas suffisamment historien pour vous dire quand est-ce que la défense, enfin je dirais la défense, oui, ou l'introduction des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme dans la promotion de la santé sexuelle a été introduit dans le truc, mais c'est pas en 70, quoi. Hein. C'est après. 74 ? Donc ça, c'était avant le VIH. Ouais. Mais bon, vous voyez, ça a été aussi mis en musique, si je peux dire. À ce moment-là, c'est devenu... ça a été illustré tellement par la lutte contre le VIH que ça s'est imposé, me semble-t-il, à ce moment-là. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Il y a quand même eu une... et je ne pense pas, mais je peux me tromper, hein, puis ça n'a peut-être pas d'importance d'ailleurs, que cette valorisation du concept de santé sexuelle se soit, je dirais, établie aussi fortement s'il n'y avait pas eu la lutte contre le VIH. Là encore, hein, je ne crois pas tenir une vérité absolue. Je crois que ça serait sans doute difficile de le dire. Mais ça a tellement mis en lumière l'importance de cette... vous voyez, la lutte contre la discrimination, c'est tellement paradigmatique dans le VIH, tout l'aspect négatif que la discrimination induit dans l'aspect santé publique, dans l'aspect santé individuelle, hein, aussi, santé individuelle et santé publique, que ça s'impose, quoi. Hein. Et là encore, je ne suis pas sûr que cette... bon, ça fait partie de la défense des droits humains, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais ça peut Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Willy Rosenbaum, de nous avoir présenté tout cela, surtout les images de fin. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez prévu ce soir. C'est ça. Je voulais aussi donc vous dire que ces conférences ne pourraient pas avoir lieu sans le concours et le soutien du laboratoire Vivelscare. J'ai le plaisir d'accueillir Véronique Lecomte. Merci. Merci voilà, Jérôme. Véronique Lecomte qui est pharmacienne responsable du laboratoire Vivelscare. Ah, je prends les deux. Ok, oui, excusez-moi. Ah oui, c'est pour... Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Rosenbaum. Bonsoir. Je regardais plus précisément. Je vous en prie. Tu as la tête. Au nom de Vivelscare, je souhaitais vous dire, et l'équipe ici présente également, que nous sommes très fiers et très heureux de soutenir la Fondation Paris Diderot pour la mise en place de ce type de conférence et pour cette initiative de santé sexuelle pour tous. Nous sommes effectivement chez Vivelscare très impliqués au quotidien dans la lutte contre le VIH, mais au-delà de la mise à disposition de produits innovants, nous souhaitons être partenaires et mettre en place aux côtés des associations de patients, aux côtés des professionnels de santé, des initiatives importantes pour l'accompagnement des patients vivant avec le VIH. Je souhaitais aussi remercier très vivement le professeur Thierry Drossier, Joël Mignot pour la création de ce cycle de conférences dont je vous le dis, nous sommes très fiers. Et je souhaitais vous remercier tous également de votre présence. Merci aussi de la qualité de votre exposé, Monsieur Rosenbaum. Et puis, nous souhaitons vous retrouver très nombreux à la prochaine session qui aura lieu le 17 mars. Merci à vous. Merci beaucoup, Véronique.
Je voulais aussi demander à Joëlle Mignot, justement, qui est directrice du pôle, donc le pôle universitaire, donc le pôle santé sexuelle, droits humains, sexologie, voilà. Les deux? Oui, les deux, Wow. c'est pour la retransmission. Et donc Joëlle, qui donc est directrice et qui gère aussi les diplômes universitaires de la chaire. D'ailleurs, il y a des étudiants dans la salle, j'ai vu. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais simplement vous dire que lorsque nous avons eu cette idée de conférence avec Thierry Troussier, ça s'est né finalement à l'été dernier. Et on s'est dit, voilà, il faut absolument que la santé sexuelle soit mise à l'honneur à l'université de façon gratuite. Ça, c'était très important pour nous, enfin, c'était très important pour moi aussi que ces conférences soient gratuites et qu'elles s'adressent justement à toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet. J'ai été aussi frappée tout à l'heure par la question sur l'égalité. Alors moi, je conserverai l'égalité, mais j'ajouterai un qualificatif, je dirais la stricte égalité. Donc cette question de l'égalité qui, évidemment, pour nous aussi a beaucoup d'importance dans notre devise républicaine, je crois, est aussi au cœur de notre travail ici, au niveau de cette santé sexuelle que nous essayons de défendre. Alors, effectivement, nous avons créé des diplômes qui existent déjà depuis longtemps, qui existent depuis, à l'Université française depuis les années 80, en particulier les diplômes de sexologie et de sexualité humaine, les diplômes de santé sexuelle qui existent maintenant à Paris 7 depuis aussi plusieurs années, s'adressent donc à des personnels de santé, à des personnels du champ social. Donc pour vous, ça peut être tout à fait une ouverture. Nous avons ici beaucoup d'étudiants qui sont présents. Donc en fait, nous avons 3 diplômes, un DU de santé sexuelle et droits humains, un DIU de sexologie et maintenant qui est lié à celui de sexualité humaine. Donc ce sont des diplômes qui sont évidemment importants puisque nous formons beaucoup de sexologues, mais pas seulement des sexologues, aussi beaucoup de toutes les personnes qui sont intéressées à la santé sexuelle dans le cadre de leur profession. Et ça, c'est important. Toutes les personnes qui font de la relation d'aide peuvent tout à fait faire au moins ce diplôme de première année, qui est celui de santé sexuelle et droits humains. Pour le diplôme de sexologie, ça s'adresse aux professionnels de santé, les médecins, les psychologues, ou les infirmiers, ou les sages-femmes. Et les inscriptions ont lieu quand ? Alors, les inscriptions commencent à partir du mois de mai-juin sur le site de la fac, dès que le site est en place. Donc voilà, sur le site de Paris Diderot, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Et c'est tout à fait une grande richesse dans notre pays d'avoir ces enseignements, parce que c'est aussi, Paris Diderot nous accueille et développe, et le cycle de conférences que nous avons mis en place est tout à fait dans le même cadre que nos enseignements, entre dans ce cadre d'une ouverture et d'une grande fraternité, je dirais, autour de la sexologie et de la santé sexuelle. Et ça, c'est vraiment important, que j'avais envie de vous le dire, cette notion de fraternité. Je voulais aussi remercier Jérôme. Oui, je suis là. Voilà. Je voulais remercier Jérôme et toute son équipe, parce que sans l'équipe de Jérôme, eh bien, rien ne pourrait avoir lieu. Bien entendu, je voudrais remercier le professeur Rosenbaum. On a essayé, quand on a construit ce cycle de conférences, d'avoir des stars, voilà. Sur leur tour, En tout cas, d'avoir des conférenciers qui sont à la pointe de leur sujet. Hein, pour moi, c'était important d'essayer de trouver des conférenciers qui vraiment pouvaient parler de l'intérieur avec une expérience importante, etc. Et sur des conférences ouvertes à tout le monde. Ouverte à tout le monde et gratuite. Donc ça, c'était vraiment l'originalité. Alors, merci, professeur Rosenbaum. La fois prochaine, nous accueillerons Cynthia Fleury, qui donc une philosophe qui nous parlera de la santé sexuelle et du lien avec la dignité humaine. Donc, c'est un sujet qui va évidemment être aussi très passionnant. On espère pouvoir être à nouveau dans cette salle. C'est pas simple au niveau des locaux. Donc, de toute façon, vous serez informés s'il y a un changement d'adresse. Ça, je tiens à vous le dire parce que tout à l'heure,
essayer de négocier pour garder la salle, mais ça semble impossible pour la fois prochaine. Donc, on ne sait pas si on sera dans la salle d'à côté. Enfin bon, mais en tout cas, vous serez prévenus pour ceux qui viendront à la prochaine conférence, qui est très bientôt, puisque c'est le 17 mars. Donc, c'est demain. Voilà. Merci Je vous souhaite une beaucoup, bonne soirée. Joël. Je voulais aussi vous présenter Stéphanie Estève Terré, qui est aussi très active aux côtés de Thierry à la chaire Santé sexuelle et droits humains. Et Stéphanie met en place des formations qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et oui, il y en a deux. C'est ça. On fera mieux. Bonsoir. Bon, dernière intervention avant le petit cocktail, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, pour reprendre vos mots, effectivement, dans le cadre de la formation continue et de la promotion de la santé sexuelle, nous avons créé un programme de formation pour un public socio-sanitaire, étant donné qu'effectivement la promotion de la santé sexuelle est un enjeu majeur. Donc vous trouverez sur le site de la chaire UNESCO ou sur vos tablettes les programmes, donc le programme pour l'année 2017 de la chaire santé sexuelle UNESCO, donc dans le cadre de la formation continue. Parce que souvent on parle effectivement de la santé sexuelle, c'est bien aussi que les professionnels puissent être formés et pouvoir donc l'appliquer voilà. sur le terrain. L'idée c'est de pouvoir donner une information, comme vous le disiez, donner une information et participer à cette éducation à la santé sexuelle. Donc, sur le programme, vous verrez, donc vous avez différentes thématiques qui reprennent donc les bases de la santé sexuelle, les formations à l'accompagnement, effectivement, vers des publics particuliers, donc comme les adolescents, les jeunes adultes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Aussi, comment mener les entretiens, notamment les entretiens de dépistage, VIH, VHC, voilà. La question sur l'égalité de genre, mais aussi l'orientation sexuelle et la culture. Et différentes formations autour aussi de la violence et de la communication digitale. L'idée étant de vous proposer ces formations sur deux types, un enseignement en présentiel, mais également un enseignement en e-learning, de façon à faciliter effectivement cet enseignement, d'abord de chez vous et puis ensuite en présentiel sous forme d'analyse de pratique sur Paris ou sur différents sites si vous avez besoin qu'on se déplace. Voilà, avec des e-learning un peu innovants, un peu nouveaux, voilà. Et qui permettront effectivement de pouvoir gagner du temps et puis d'être beaucoup plus large sur ces formations. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Et puis donc Stéphanie est à votre disposition si vous avez donc différentes questions juste après. Eh bien écoutez, c'est l'heure du pot, donc il y a un pot de l'amitié qui est proposé juste à côté. Je le rappelle, vous pouvez donc retrouver l'ensemble de ces vidéos directement sur la chaîne YouTube, la chaîne Santé sexuelle pour tous, pardon. Et donc vous pouvez donc aussi la retrouver sur le site internet de la chaire Santé sexuelle et droits humains. Merci à tous et bonne soirée.